Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous parler du parcours de soins du patient psychiatrique, de l'appel en régulation au transport vers l'hôpital. Bonjour, je m'appelle Fabien Vanier, je suis urgentiste et je n'ai pas de conflit d'intérêt. Alors, urgence, c'est un mot particulier, en fait, qu'il s'écrive au singulier ou au pluriel, ça n'a pas la même signification. Urgence au singulier, c'est un temps, urgence au pluriel, c'est un lieu. Et en fait, si on prend la vieille définition des urgences de 90 de la SRLF, c'était l'accueil de tout patient qui arrivait à l'hôpital, dont la prise en charge n'a pas été programmée, que ce soit l'urgence lourde ou l'urgence ressentie. Un an après, on parle d'urgence psychiatrique. C'est une demande dont la réponse ne peut être différée et qui nécessite une réponse de l'équipe afin d'atténuer le caractère aigu de la souffrance psychique. Si on prend Guy Baillon, qui est le psychiatre qui a inventé les centres d'accueil et de crise, on voit qu'en fait, on a le droit de changer d'avis, même quand on est un grand monsieur. En 77, l'urgence en psychiatrie pour lui, ça n'existe pas. Et 8 ans plus tard, l'urgence en psychiatrie, ça existe. Nous la rencontrons quotidiennement et nous y répondons. Ma femme pense qu'elle est Beyoncé. Vous voyez le problème? Oui. Hein? To the left. On peut se voir 2 minutes Alors, c'est même inscrit finalement dans notre ADN, puisque le décret de 97 qui donne autorisation des SMUR parle d'urgence psychiatrique avec le fait que tout patient qui se présente en situation d'urgence, y compris psychiatrique, doit être reçu H24. C'est quoi les acteurs? Les acteurs des dispositifs de l'accueil d'urgence psychiatrique sont les généralistes, les SAMU, les hôpitaux généraux et les structures spécialisées en santé publique. Alors, très vieille étude, mais qui finalement n'a pas varié à l'heure actuelle, on voit que 11% des consultations en MedG ont une plainte d'ordre psychologique. Souvent, c'est une situation de crise, et déjà apparaissait le problème de réseau et de formation. Les centres 15 recueillent tous les appels avec les problèmes de régulation téléphonique, une augmentation des appels pour motifs psychiatriques. Depuis 1995, on parle d'urgence médico-psy avec les catastrophes, que ce soit les événements collectifs, les accidents catastrophiques à effet limité ou les traumatismes à fort retentissement émotionnel. Tout ce qui est troubles du comportement, agitation, confusion, le 15 cristallise toutes les demandes psychiatriques. Alors, les hôpitaux généraux, avec les urgences où il y a une forte présence de psychiatrie, psychiatrique, qu'elle soit médicale ou paramédicale, H24, avec une UHCD, c'est finalement le premier dispositif de première ligne et le premier recours. Et finalement, on va s'apercevoir que pour toute une frange de la population psychiatrique, l'urgence est le seul point d'attache avec la psychiatrie. Structures spécialisées en santé publique sont les centres d'accueil et de crise, les CMP, les unités d'accueil et d'orientation avec l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police quand on est à Paris, des équipes mobiles, mais clairement, il y a une inégalité, une disparité dans la réponse en fonction de là où on se trouve. Finalement, de quoi on parle? Il y a 3 grandes catégories d'états pathologiques. Les urgences psychiatriques pures, sur une décompensation d'affections déjà connues, les urgences psychiatriques mixtes pour les patients avec des intrications médicales et psychiatriques, et la crise psychosociale ou des états aigus transitoires. Les principales situations, on les connaît, que ce soit la crise délirante, la crise suicidaire, les états d'agitation, mais également, bien connus malheureusement et trop bien connus des urgences, les états d'intoxication aiguë avec des substances psychoactives et leur sevrage, que ce soit crise anxieuse paroxystique et d'autres situations moins fréquentes, telles que des voyages pathologiques, des situations de catatonie, de mutisme, d'amnésie d'identité, etc. Est-ce qu'il y a un sujet? Bah, finalement, sur les à peu près 19 à 20 millions de malades qui vont fréquenter les urgences en 2023, on voit que 3% le sont pour motifs psychiatriques. 3%, ça fait environ 600 000 malades. Si on reprend la statistique annuelle des établissements de santé, la SAE en 2022, on voit que finalement, il y a d'où viennent nos malades? Ben, on voit que les soins psychiatriques à la demande d'un tiers et les soins psychiatriques pour père éliminant, c'est finalement assez marginal dans l'exercice de la psychiatrie et qu'il y a donc a priori une bonne part des patients qui consultent pour motifs psychiatriques qui vont
être justiciable de soins psychiatriques libres, que ce soit en hospitalisation ou en ambulatoire. Alors, ça c'est le SAMU pendant le dernier cyclone. Vous voyez, on voit absolument pas à travers les fenêtres. La première réponse, c'est la régulation. Ça vient du même endroit que le signal d'incendie. Je m'en charge. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Et comme Jock McClane, parfois on a un peu tout et rien, même de la voyance non-voyante, avec ce cabinet de voyance persuadé que la dame qui avait recours à leur service allait se suicider. SAMU donc, est-ce qu'il y a un sujet chez nous? Sur les à peu près 158 000 DRM en 2023, il y en a 5% pour motif psychiatrique. Ça fait 22 dossiers sur 433 par jour. Et pourtant, à La Réunion, c'est plutôt sympa, hein, comme vous le voyez, c'est plutôt sympa, mais quand même, si on rapproche le mal-être des gens à la crise sociale, vous voyez que le taux de chômage n'a rien à voir avec celui de métropole. Il y a beaucoup d'alcool et la vie est chère à La Réunion. Alors, c'est quoi les critères de décision en régulation? Si on prend le guide d'aide à la régulation SAMU Urgence de France et SFMU, si on prend par exemple l'agitation aiguë, on voit clairement c'est un problème de régulation. En tout cas, il y a une vraie urgence et très clairement, ça va nécessiter très fréquemment l'envoi des secours. Le risque suicidaire, vous voyez, on peut le grader de R1 à R4. Qu'est-ce qui va faire la décision? Là, j'ai découvert très honnêtement le score RUD que, pour tout vous dire, j'utilise jamais parce que finalement, en régulation, c'est quand même relativement compliqué d'utiliser les scores. On a vu un parfait contre-exemple avec le score de Malinas où on voit qu'il n'a pas fait finalement la preuve de son efficacité. Je vous passe le score de Fine qui dit que quand on est vieux, qu'on a un cancer, une insuffisance cardiaque, quand on est tachycarde avec pas de tension, une grosse fréquence cardiaque et puis qu'on est en acidose, on est grave. Finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin de score pour ça? L'aspect communication et empathie est important parce que comme nous le dit le guide, globalement, pour motif psychiatrique, il faut se préparer à un entretien téléphonique parfois long dans lequel il ne faut pas brusquer le malade. C'est un défi. Le défi en régulation médicale, finalement, ça peut être quoi? Ça va être on envoie ou pas. Et sur les plus de 8000 DRM en 2023, on a envoyé 272 SMUR. C'est très peu, mais ça peut justifier d'un SMUR quand même. Ça fait quand même 5 SMUR par semaine pour motif psychiatrique. Alors, si on veut parler de transport vers l'hôpital, dans le cadre légal, finalement, sur demande du médecin régulateur, et c'est pas nouveau, hein, c'est le code de la santé publique, tout médecin qui présente un tableau psychiatrique peut être transporté sans certificat préalable parce que le premier certificat doit être rédigé dans les 24 heures. Alors, bien entendu, il est important d'impliquer le médecin traitant et le réseau de ville qui sont les premiers acteurs et qui connaissent les malades. Encore faut-il que ce soit en heure ouvrable. Il y a un rôle important des forces de l'ordre, on le verra après, le personnel médical pour surveiller de manière constante et instaurer une sédation, les sapeurs-pompiers en cas d'urgence, mais on ne doit pas engager des sapeurs-pompiers par défaut des forces de l'ordre. Ils ne doivent pas se substituer aux forces de l'ordre pour la sécurisation des équipes. Alors, la gestion de l'agitation et de l'urgence, finalement, c'est quoi les stratégies pour le management de l'agitation sévère? Chez nous, très clairement, le patient agité et menaçant, c'est les forces de l'ordre. Et si on regarde l'instruction de 2022 de la gendarmerie nationale, finalement, dans les autres missions, on a très clairement, c'est marqué, l'hospitalisation psychiatrique. Alors, on va toujours pouvoir trouver, vous savez, des algorithmes décisionnels qui sont, vous le voyez, parfaitement impossibles à utiliser en régulation. La HAS a fait une reco sur l'isolement et la contention, mais en psychiatrie générale. Que dire si ce n'est que finalement ça tombe sous la loi de modernité du système de santé en 2016 et ça nécessite une prescription.
Les recommandations de bonne pratique quant à la sédation chimique font la part belle aux benzodiazépines et surtout privilégient la voie Péros avec une piste peut-être pour la kétamine, sachant que une revue de la littérature Cochrane de 2020, pardonnez-moi, montrait que la molécule la plus utilisée, finalement, que ce soit en Péros, en IM ou en IV, c'était l'aldol. Eh oui, et c'est glissant. Il tient votre chiffon à peu près? Oh que oui. Ah oui, vous l'assommez un petit coup là pour l'endormir. Voilà. Je crois que ça ne lui suffit même pas. Chacun ses méthodes, quoi. Admission et réévaluation à l'hôpital, c'est Evelyne qui va nous en parler. Et en tout cas, si on veut parler stratégie d'amélioration, finalement, je pense qu'on retrouve partout la nécessité de se former et de former les médecins du SAMU à évaluer le risque suicidaire lors de la prise en charge préhospitalière. Et ce sont les Canadiens qui ont beaucoup bossé dessus. Et clairement, si on peut noter l'importance de la gestion des malades dès l'appel initial pour tout faire pour se coordonner entre l'urgence et la psychiatrie pour éviter les admissions non nécessaires. Et un des axes d'amélioration, ça peut être le SAS psychiatrique. Je vous présente en fait les quelques diapositives que m'ont prêté mes camarades parce que le SAS psy a ouvert le lundi 29 à midi et ça y est, nous avons commencé à faire une régulation des appels psychiatriques où on voit que l'ARM sollicite la régulation de l'ARMEL pour creuser l'entretien avec un usager. Le problème est repéré en lien avec la santé mentale. On peut faire appel au SAS psy avec que ce soit une situation critique, une situation péricritique, critique c'est-à-dire qui va nécessiter l'évaluation par un psychiatre en urgence. Péricritique, on va pouvoir faire appel au 3114, à vigilance, à d'autres structures pour les adolescents, où la situation est a priori stable et on pourra faire appel à nos collègues libéraux, lignes d'écoute ou à d'autres orientations. Finalement, on voit que ce SAS psy suit la logique d'une orientation plus fiable et clairement inscrire le malade dans le réseau et ne pas avoir de perte de vue. Voilà à quoi ça ressemble. On leur souhaite une belle prospérité en tout cas. Alors, ça peut être également l'intelligence artificielle, un papier très récent sur les aides à la décision clinique. Je pense que très clairement, on a vu en 2023 avec ChatGPT, les intelligences artificielles génératives, c'est le plus grand bond. Ça a clairement dépassé Facebook en termes de pénétration. C'est ce vers quoi on va se tourner demain. En tout cas, en conclusion, si on avait juste quelque chose à conclure là-dessus, ce serait de dire que finalement, on aura toujours du travail, que se former, je pense que ça, ce sera toujours une bonne chose. En tout cas pour le repérage du risque suicidaire, et que les SAS psy et l'intelligence artificielle ont a priori de beaux jours devant eux. Parce que l'avenir de la santé, j'aimerais croire que ce sont mes filles qui toutes les deux s'orientent vers des études de santé, et je vous remercie beaucoup pour votre attention.